C'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat, welcome everybody. Thank you so much. Et oui, un nouveau numéro pour commencer cette année 2016 dans la Pop Collection, et on va parler donc des spectacles humoristiques de l'année 2015. On va faire un petit récapitulatif parce qu'il y en a eu pas mal, et donc comme je disais, pendant les périodes de Noël et là les périodes de fête, tous ont sorti leur petit DVD de manière à ce qu'ils se retrouvent au pied du sapin. Donc moi j'en ai profité, j'ai récupéré tout ça et j'en ai fait une petite chronique pour voir un peu ce que nous réservait l'année 2015 sur le côté humour de la scène française. Alors on va commencer par un ancien du Jamel Comedy Club, Thomas N'Djol, qu'on connaît pour ses films comme Fast Life, Les Crocodiles du Boswanga ou Casse Départ. Et... Casse Départ, pardon. Oui, c'est des petits films humoristiques. Bon, après chacun fera son avis. Et donc voilà... faut reconnaître que c'est donc son deuxième spectacle qui s'appelle donc Thomas N'Djol 2. Il n'est pas allé chercher bien loin. Bien trouvé. Et donc avec un début de spectacle un peu décevant à mon sens, rempli un peu de clichés sur les gens du Nord, les ados, etc. Et puis après il y a un passage à quelque chose de plus drôle sur l'homme viril qui abandonne sa condition pour se soumettre à sa femme, à sa famille. Et il revient aussi sur les attentats de janvier en amenant le sujet, en le désacralisant d'une certaine manière, avec une certaine délicatesse et avec humour surtout, ce qui est le plus important dans un spectacle humoristique. Et il revient aussi sur l'affaire Dieudonné et la manière dont les médias abordaient le sujet constamment avec lui durant la promotion donc, du film Le Crocodile du Boswanga, uniquement parce qu'il est d'origine africaine, et il disait, avec humour, il montre assez habilement aussi la manière dont les médias donc abordaient le sujet et la manière dont il essayait de le détourner, ou le malaise que créait cette polémique pour les artistes. À noter que c'est un mec qui est quand même assez respectueux avec son public, et on va voir que c'est pas tout le temps le cas à mon sens selon les spectacles. Deuxième, c'est son fameux acolyte Fabrice Eboué, qui revient avec un autre spectacle qui s'appelle Levez-vous, et un spectacle qui est rempli d'une véritable autodérision, notamment sur son métissage entre le Cameroun et la Normandie, puisqu'il est né d'un père camerounais et d'une mère normande. Et c'est un homme qui vraiment ne prend pas de pincettes pour aborder ces sujets. D'ailleurs, il prend dans le public un jeune qu'il appellera tout le spectacle le petit branleur, et il y a d'ailleurs un sketch où il l'attaque directement là où il joue entre guillemets le rôle d'un vieux con, et je prends pour exemple, il lui dit maintenant toi tu as le GPS, et il lui dit nous notre soirée du samedi soir c'était d'arriver à trouver là où la soirée avait lieu en fait, et pas de se rendre à la soirée directement avec le GPS. Donc voilà, il le joue de manière assez agressive, et ça en est quand même assez drôle. L'utilisation de la mise en scène d'ailleurs est très énergique, il utilise beaucoup de grimaces, il a vraiment le tempo de la vanne, et le spectacle marche vraiment bien à mon sens. Troisième spectacle qu'on va aborder, alors là c'est celui peut-être qui m'a le moins plu, c'est Jeff Panaclock prend le contrôle. Alors Jeff Panaclock, je sais pas si vous connaissez, c'est un humoriste qui a été dévoilé par Patrick Sébastien dans son émission Le Plus Grand Cabaret. Ça commence pas très bien d'ailleurs. Et il a un acolyte donc qui s'appelle Jean-Marc, qui est un singe jaune. Attends, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que son singe est plus connu que lui. En même temps, c'est son alter ego, et c'est à travers lui que passe. Oui, bien sûr, d'accord. Et donc, son spectacle s'appelle Jeff Panaclock perd le contrôle, et donc le DVD a été enregistré à Nantes, au Zénith, et la construction du DVD et du spectacle est d'ailleurs assez bien travaillé. On voit qu'il y a un peu de moyens. Il y a quelques bons sketchs et bons effets, et donc notamment dû au fait que la ventriloquie marche bien, quoi. Et notamment il y a un moment où il fait monter un spectateur et il lui passe une fausse mâchoire qu'il articule lui-même et qui fait parler un spectateur. Donc ça c'est assez drôle. Mais à mon sens, il y a quand même certaines vannes un peu lourdes, et il s'amuse avec son public de manière un peu limite parfois, sous prétexte qu'il parle à travers justement le personnage de ce petit singe jaune, et une fin aussi un petit peu gnangnan sur la relation qu'il tient avec ce personnage, la manière qu'il a eu de tomber entre guillemets sur lui, et de grâce à lui d'avoir une célébrité. La fin est un peu gnangnan et décevante comparée au rythme un peu cru, on va dire, du spectacle. Alors j'ai été un peu surpris. Un autre qui m'a un peu déçu, c'est Jean-Luc Lemoyne, qui faisait son retour sur scène avec un spectacle qui s'appelait Si vous avez manqué le début. Et j'étais un peu déçu parce que je pense que c'est un homme qui est vraiment doté d'un vrai sens de l'humour et de la répartie, notamment quand on le voit dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Mais dans le spectacle, ça manque
un petit peu de naturel, et c'est peut-être ça qui fait la faiblesse du spectacle. Il y a une partie un peu sympa où le moine analyse des panneaux de signalisation incongrus selon les villes, qui est drôle mais qui reste globalement assez moyen, et je trouve que là il a perdu tout son humour en passant par le principe de la mise en scène, tout simplement. Un spectacle plus particulier, puisque c'est un humoriste qui a voulu se détacher un petit peu du réseau global, c'est Mustapha El Atrassi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a fait un spectacle qui s'appelle Second Degré, et qui est revenu à quelque chose de vraiment particulier, puisqu'il a voulu s'inspirer du mode de stand-up à l'américaine, c'est-à-dire qu'il fait un spectacle assez court, donc filmé dans une petite salle qui s'appelle La Conserverie, qui est presque un bar, il y a entre 30 et 50 personnes je crois qui le regardent, et d'ailleurs il y a même un moment un mec qui descend pour aller aux toilettes durant le spectacle et il joue avec ça, donc il y a vraiment une ambiance très particulière, c'est pas du tout le Zénith de Nantes, il y a vraiment un décalage, et voilà, il aborde plusieurs thèmes assez rapidement, et les tiennent plus de la punchline que de réels sketchs, et certains gags même semblent un peu tirés de séries style How I Met Your Mother, avec un humour un peu citadin et même communautaire par moment, et ça me rappelle vraiment la manière dont les humoristes afro-américains tels que Kevin Hart ont réussi à imposé dans le monde du stand-up américain. Et voilà, à noter qu'il y a un petit passage qui m'a bien plu, c'est un passage sur le comportement des femmes durant la nuit qui est assez drôle et réaliste, notamment sur le verre d'eau qu'elle nous oblige à aller chercher au beau milieu de la nuit avec la voix d'une personne qui n'a pas bu depuis 6 mois. Voilà, l'exagération totale de la femme quand elle a soif la nuit. Un spectacle vraiment plus particulier qui tient pas du stand-up mais plus du spectacle humoristique, c'est le spectacle d'Alexandre Astier, le fameux créateur de Kaamelott, et qui d'ailleurs va passer très prochainement à Montpellier pour présenter donc l'Exoconférence, un spectacle qui se présente sous la forme d'une conférence où Astier joue donc un scientifique expliquant la naissance de l'univers, les différentes théories sur les ovnis, ou plutôt PAN, puisqu'il faut appeler ça PAN, c'est phénomène atmosphérique non identifié, et la naissance du terme soucoupe volante d'après les propos de Kenneth Arnold, donc il revient vraiment historiquement sur l'histoire des ovnis. Le tout aidé par une intelligence artificielle ou non aidé, puisque l'intelligence artificielle ne marche pas spécialement, et donc Astier se moque des balbutiements scientifiques, de la plaque de la sonde envoyée aux extraterrestres qui reste assez illisible, de l'imaginaire collectif. Alors il dit voilà, 66 millions d'Américains pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, et le même nombre pense que les extraterrestres se sont écrasés au Nouveau-Mexique. Est-ce que ce sont les mêmes 66 millions? Voilà, c'est ce qui est important pour eux, c'est qu'on leur mente. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qu'il dit après. Et il détruit donc aussi toutes les théories et tous les témoignages de personnes ayant été enlevées par des extraterrestres. Et l'exoconférence se place donc plus comme un vrai spectacle que comme un one-man show, avec une vraie mise en scène, une performance d'acteurs, une multiplicité des moyens utilisés, donc images de synthèse, concerts sur scène, et une certaine philosophie malgré tout. Un autre qui m'a vraiment déçu, c'est Gad Elmaleh, 20 ans sur scène, qui reprenait un live de son spectacle Sans tambour. Donc moi je trouve que c'est un des spectacles les moins intéressants de Gad Elmaleh. Si on aimait Gad Elmaleh, on va être encore plus déçu. Et il reste toujours ce fameux mec qui, rigole avant même qu'il donne ses vannes, ce qui me dérange un peu. Et je finis par un spectacle qui m'a vraiment plu, c'est Alex Lutz sur scène. Je sais qu'il y en a qui sont pas très convaincus par Alex Lutz, celui qui fait Catherine et Liliane dans le Petit Journal. Je l'ai pas vu en dehors de Catherine et Liliane. Donc, Et bien sur scène, il y a vraiment un spectacle avec plusieurs personnages très caractéristiques, et notamment un sketch sur les intermittents du spectacle qui est très réussi, sur les années 80, sur l'origine du terme historique de Montparnasse, où il part dans un délire complètement fou. C'est un spectacle bien écrit, vraiment bien mis en scène et surtout bien joué, et je pense que c'est celui avec Fabrice Eboué qui m'a le plus fait rire, parce que ça tombe pas dans la vanne vulgose, à répéter des sujets très communs comme le fameux rappel où il se moque du fait qu'il y a toujours le public après le rappel, le mariage et la famille, enfin voilà, des choses très communes aux autres spectacles. Ici ils arrivent quand même à se démarquer des autres, et je trouve que c'est pas mal sur l'ensemble, même si c'est à mon sens Alexandre Astier qui propose le spectacle le plus original de l'ensemble des spectacles qu'on a évoqués ce matin. Merci beaucoup Mathieu pour cette pop collection du jour. Alors comme tu le disais, moi c'est vrai qu'Alexandre Astier, j'attends ça avec impatience. Tu l'as vu toi Thibaut? Ouais. Moi j'ai vu, c'est particulier parce que du coup je suis lyonnais, ouais. Et donc j'ai vu la première, je suis allé à la première, et à l'époque ils maîtrisaient pas bien le spectacle, enfin, du coup c'était la première, donc il y avait des bouts qui manquaient, et donc je l'ai re-regardé. Légalement, enfin non. Oui, tout à fait, bien sûr. Et du coup, je trouve que c'est très bien ficelé comme c'est maintenant.
Et j'adore vraiment son côté maître de conférence à l'américaine qui joue vraiment sur tous les côtés de la conférence scientifique et qui t'apprend des choses, qui te prend jamais pour un con, qui t'apprend toujours des choses et qui arrive à te faire rire avec ça. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Écoutez, moi je vous le dirai ça cet été puisque j'ai prévu d'aller le voir à Montpellier le 6 juin, surtout que j'ai trouvé que son spectacle précédent, Que ma joie demeure, est sûrement l'une des plus grandes créations, que ce soit au niveau écriture, au niveau jeu, au niveau mise en scène, qui ait pu être fait ces dernières années. Donc j'irai voir ça avec plaisir. Et tous les autres, malheureusement, je n'ai pas la connaissance de tout le monde. J'aime bien Fabrice Eboué parce que je trouve qu'il a un humour qui est plutôt bien mis, pas tout le temps, mais il a des accents des proches, des fois même des accents Dieudonné que j'aime bien. Donc c'est à voir. Après les autres, c'est de moins en moins mon truc, moi, les spectacles d'humour et de stand-up, notamment. C'est dur de trouver des mecs vraiment drôles en France. Ça se perd, on commence à retrouver toujours un schéma un peu pareil partout. Enfin, tu parlais de Thomas N'Gijol, que je déteste pas, très loin de là, et je l'ai trouvé très drôle à certains moments, mais chaque nouveau produit, je suis toujours un peu, voilà, pas plus que ça. Donc, et puis alors, Le Moine, c'est pas du tout mon truc. Gad Elmaleh, je hais ça à tout point de vue, donc bon. Mais le truc d'Alex Lutz de faire plein de personnages différents, c'est ce que moi j'aimais bien chez Gad Elmaleh à l'époque. Je trouvais que quand Gad Elmaleh faisait des personnages, c'était très très bien, et quand il a commencé à faire justement des stand-up où il parle en son nom propre, ça marchait plus du tout. Et je trouve que Alex Lutz réussit bien la transformation d'un personnage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour ce petit tour d'horizon de l'humour, en tout cas sur scène de la France de 2000.